Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Politique à table. Vous avez bien sûr réservé la meilleure table du PAF, alors installez-vous tranquillement pour déguster notre cuisine fusion entre politique et gastronomique. Nous avons le plaisir de partager aujourd'hui avec Aurélie Trouvé. Bonjour. Bonjour. Et bonjour à vous, Jean-Pierre Montanet. Bonjour Valérie, bonjour Aurélie Trouvé. Bonjour. Aurélie Trouvé, vous fendez votre coquille en Picardie et c'est sous le soleil du Gard que vous grandissez. Nourrie au grain altermondialiste, vous devenez présidente puis porte-parole de l'Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, mieux connue sous l'acronyme d'ATTAC. Ingénieur du génie rural, quelle belle formule. Du génie rural des eaux et des forêts, vous soutiendrez quelques années plus tard une thèse sur les politiques agricoles européennes et vous deviendrez maîtresse de conférences en économie. Un terreau fertilisé d'actions militantes qui fera pousser en vous l'envie d'intégrer l'hémicycle dans le sillon de la France insoumise en 2022. Vous récoltez la 9e circonscription de Seine-Saint-Denis, réélue cet été. Vous êtes aujourd'hui chef de la commission des affaires économiques. Militantisme, ruralité et gestion des ressources, voilà les ingrédients qui composent votre parcours et le menu du jour, n'est-ce pas Jean-Pierre? Exactement, au menu un couscous, mais pas n'importe lequel, un royal, s'il vous plaît. Et en dessert, une tarte aux noix et au caramel. Dans le dessous des plats, nous écouterons la colère des agricultrices et agriculteurs un peu partout en France, qui revient moins d'un an après la mobilisation historique, après les promesses non tenues et l'éventuelle signature d'un accord avec les pays du Mercosur. Est-on condamné à mal manger dans les hôpitaux et dans les EHPAD? Vous allez voir que non, des solutions existent pour relever ce défi. Reportage à suivre. Voilà pour le menu. Maintenant, on passe à table et je vous propose de nous ouvrir l'appétit avec Cuisine et Confidence. Ne le prenez pas mal, Aurélie Trouvé. Souvent, on moque le côté prévisible des députés LFI qui sont souvent là où on les attend. Mais dans ce cas de figure, avec le couscous, vous êtes en fait très prévisible. Eh oui. Ce n'est pas possible. Vous vous êtes donné le mot. Chaque fois qu'on a un député ou un artiste de gauche à cette table, on a droit à cette petite graine. Alors, on nous a déjà demandé un couscous végétarien. Pourquoi pas un couscous multiculturel avec Sandrine Rousseau? C'est un concept, car le couscous est déjà universel, républicain, c'est l'un des plats préférés des Français. Et pour vous, l'ex d'ATTAC, la militante altermondialiste, vous avez choisi un couscous, accrochez-vous bien, royal. Carrément. Comment Valérie? Ici, c'est Versailles? Bah peut-être. Inattendu, non. Et puis quel symbole. Et oui, le royal, c'est le champion de la trace carbone. Il y a toutes les viandes, y compris des merguez, un sacrilège. Et du bœuf, la pire viande. Le pompon pour une députée qui assume sa fibre verte. Et puis alors, Aurélie Trouvé, fin du fin, le couscous royal n'est ni marocain, ni algérien, ni berbère. Il n'est donc pas racisé, ce qui pourrait vous déplaire, mais bien français. Sans doute inventé par des Blancs, les pieds noirs à leur retour d'Algérie. Bon, avec tout ça sur la table, vous votez toujours pour votre couscous monarchique? Tout à fait. Bravo. Je vais vous expliquer pourquoi si vous voulez. Ah ben bien sûr. Vous êtes là pour ça. On est là pour vous taquiner. On va le goûter en même temps, ce couscous. Alors dites-nous pourquoi ce choix? Le couscous, vous l'avez dit, c'est quelque part un peu ce qui montre la créolisation de notre culture. Vous l'avez dit, bon, moi j'ai grandi en Picardie, puis dans le Gard, et depuis 15 ans, je suis en Seine-Saint-Denis. Et puis, je veux dire, dans ma vie, j'ai été baignée de toutes ces cultures. Bon, ça n'a pas été dit, mais j'ai fait aussi 15 ans de sport à très haute dose, de haut niveau en demi-fond. Et c'est une pratique dans laquelle, voilà, il y a toutes les origines, les cultures aussi. Et ça a été une école de la vie pour moi. J'ai été enfant, adolescent et j'ai vécu aussi dans une petite cité où on était de multiples, je vous dis, cultures, religions, etc. Et j'ai gardé ça et je crois que ça fait partie aujourd'hui de mes convictions profondes que, en fait, notre pays, notre culture, elle est riche de tous les croisements qu'il y a eu. Ce que Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs appelle la créolisation. Et je crois qu'aujourd'hui, moi je considère les migrations, si vous voulez, non seulement, on dit il faut un accueil digne parce que la solidarité, etc. C'est vrai.
c'est l'accès pour toutes et tous aux droits humains fondamentaux. Mais moi, je considère même l'immigration comme une richesse essentielle pour notre culture, notamment. Voilà. Et mais le couscous en est... Mais parlons de ce couscous. Pourquoi le royal, quand même? Pourquoi le royal? Alors, il faut le goûter, Valérie ce a posé couscous. la question. Surtout, il faut Ça me permet de parler de la viande. De la question de la viande. Eh oui. Moi, j'aime la viande, mais j'aime en manger, et j'ai appris à en manger rarement. Mais quand elle est bonne, et j'espère que vous l'avez, que c'est de la viande locale, qui peut-être a été produite dans des élevages herbagés. Sûrement, préparée par le Bourbon, en général, ils sont très bons sur la traçabilité. Les élevages bio. Voilà. En tout cas, quand je sais que la viande est bonne, et j'en mange avec grand plaisir, mais j'en mange peu. De très bonne qualité. Alors goûtez-là et dites-nous si ce couscous, il est à votre goût, s'il est comme vous aimez le manger, s'il vous rappelle peut-être aussi vos souvenirs d'enfance. Là, vous le dégustiez aussi chez vous. Alors. Est-ce qu'il est aussi bon? Est-ce qu'il est aussi bon que dans le 93? Écoutez, oui. Oui, on va dire. J'ai quelques restaurants sympathiques de couscous dans le 93, d'ailleurs. Bon. Voilà, mais c'était pour vous expliquer aussi peut-être l'importance de l'élevage en France. Bien sûr, bien sûr. Et en même temps, oui, il y a nécessité aujourd'hui de consommer de moins en moins de viande. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on va tous devenir végétariens. Moi-même, j'adore la viande. Il faut diminuer notre empreinte écologique liée entre autres à cela, mais je vais vous dire, et surtout qu'il faut transformer la qualité. Et on a des élevages de très haute qualité réalité. Parce que vous savez que, par exemple, nos élevages allaitants, c'est l'essentiel des prairies en France. Et oui. Et le fait qu'on mette en danger aujourd'hui l'élevage par une concurrence internationale et des usines animales, j'appelle ça comme ça, qui viennent du Brésil, etc. On en reparlera tout à l'heure avec le Mercosur. C'était pour entrer en la matière et vous dire que c'est pas parce qu'on est pour un élevage justement herbagé et avec des forts standards agroécologiques qu'on est contre l'élevage. Bien au contraire, moi je crois qu'il faut une complémentarité élevage-culture. On a besoin de l'élevage, notamment pour la fertilisation organique de nos cultures. Aussi. Et on a besoin des cultures pour nourrir les élevages, mais il y a plein d'endroits en France, notamment nos pâturages et en montagne, où notamment l'agro-pastoralisme joue un rôle essentiel. Oui. Voilà, et aujourd'hui, malheureusement, l'élevage familial est en danger et il faut le protéger. Alors on va évidemment en reparler tout au long de l'émission. Mais pour revenir sur ce plat que vous avez spécifiquement choisi, un plat politique, on vient de le comprendre évidemment. Est-ce que vous êtes capable de le faire, vous, le couscous? Ça vous arrive d'en faire? Très mal. Ah, mais vous avez déjà essayé? Oui, j'ai plusieurs fois même. Et franchement, voilà. Mes enfants vous diront que je le cuisine très mal. Le plus dur, c'est la semoule. On en parlera tout à l'heure, mais le plus dur, c'est si on veut vraiment une semoule fine et la rouler, il y a une vraie technique. C'est ça. On se brûle les doigts. Après, le bouillon, c'est pas très compliqué. La viande, on en parlera. Alors justement, est-ce que vous l'aimez qui baigne dans le bouillon ou un peu plus sec? Qui baigne dans le bouillon. Ah ouais. Et là, il est un peu sec. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est ce que j'allais vous dire. Alors, c'est parce qu'il a été... la semoule a bu un petit peu le... Et puis peut-être parce que c'est plus compliqué à transporter aussi. Mais c'est vrai que c'est une alchimie entre la semoule, le bouillon et les viandes. Et vous, est-ce que vous avez le souvenir d'un couscous qui vous a marqué? Parce que souvent, quand on mange quelque chose qu'on aime bien et qui est très bon, on s'en souvient. Est-ce que vous vous souvenez d'un petit boui-boui dans le 9-3, d'un de vos voyages dans le Gard? Un couscous dingue. Écoutez... Dans ma circonscription, au Lila, il y a un restaurant, je ne dirai pas lequel parce que je ne vais pas rendre tout le monde. Bien sûr, au contraire. Au contraire, on peut les citer si vous avez le... Rouge à blanc, au Lila, il y a un excellent restaurant qui fait un couscous. On le salue. Voilà, une fois par semaine, qui est excellent. Mais j'ai plaisir d'ailleurs à aller en manger un, je vous dis régulièrement dans ma circonscription. Voilà, et puis voilà, en fait, depuis que je suis petite, je mange le couscous et, et je le déguste avec plaisir dans tous les petits restaurants de la Seine-Saint-Denis. On a senti dans votre discours que finalement le couscous c'était un plat un peu politique. Est-ce que c'est le symbole de l'antiracisme, le couscous? Je crois que c'est un des symboles, oui. Ça montre, en fait, ça prouve bien, puisque c'est un des plats préférés des Français, vous le savez, ça prouve bien, voilà, le fait qu'en fait, il n'y a pas, comme on le pense, une culture française qui serait la même depuis des millénaires. En réalité, chaque instant, on fait évoluer notre culture et elle est enrichie de multiples endroits et origines. Et voilà, et moi, je n'ai pas cette image figée. Voilà, j'aime d'ailleurs le croisement de tout cela. Et vraiment, je trouve qu'aujourd'hui,
voilà, cette idée qu'il y aura un danger à être influencé par autrui et par l'autre, voilà, par l'autre tout simplement. Dans le fait que le couscous reste un des plats préférés des Français, donc du coup, oui, il y a peut-être de l'espoir aussi dans tout ça. Bien sûr, et moi en tout cas, voilà, je garde chevillé au corps ce combat contre l'extrême droite, ce combat contre tous les fascismes et les racismes, et voilà, et ce couscous prouve bien que les migrations, le mélange des cultures de partout dans le monde, et depuis des millénaires, c'est ce qui fait notre richesse. Voilà. Et c'est bon surtout. Je voulais pas proposer, mais sur la table, on a mis un peu d'harissa. Est-ce qu'il vous en faut dans votre couscous? J'aime bien en mettre un peu, ouais. Ah bah là, attendez, je vous l'amène tout de suite. Et ça m'amène cette question. Est-ce que ouais, manger épicé, c'est pas quelque chose qui vous dérange? Moi, je supporte pas, par exemple. Mais vous, il faut que vous aimez bien relever un peu. J'aime bien relever. Ah ouais? Voilà, c'est peut-être en lien avec ma vie qui est quand même bien tonique, ouais. Mais voilà. Donc vous mettez toujours un peu d'épices, même au-delà du couscous, ouais. Dans tous vos plats. Vous aimez bien les relever un peu? Ouais, tout à fait. Bon, comme beaucoup. Oui. Là aussi, hein, c'est des cultures et des goûts différents. C'est dans la nature de LFI aussi. Vous êtes assez pimenté, je dirais, à l'Assemblée, donc c'est pas étonnant. Je ne dirais pas comme ça. Je dirais qu'on est convaincu et engagé, peut-être parfois même obstiné à vouloir la justice, à vouloir aussi ne pas transiger avec nos valeurs. Voilà. Et c'est ce qui fait que... Eh bien oui, quand on dit par exemple qu'on veut mettre en œuvre l'ensemble de notre programme, c'est parce qu'on pense que si on commence à négocier, à faire négocier pour l'édulcorer dès le départ, quelque part, eh bien on recule un petit peu. Voilà. Et c'est cette idée, je voudrais arriver là-dessus, parce que quand on dit on est radicaux, c'est quoi être radical? C'est vouloir changer les racines du système. Et moi, je viens du milieu du mouvement altermondialiste qui, ça fait 30 ans que ce mouvement dit un autre monde est possible, et je l'ai retrouvé dans mes engagements dans la France insoumise et le nouveau Front populaire. Quand on dit cela, dans le mouvement altermondialiste, c'est l'idée que on ne peut pas s'en sortir aujourd'hui avec des petits aménagements du système. Je vais vous prendre... Et alors, ce qui est génial, c'est qu'en partant de la question alimentaire et agricole, en fait... Il faut parler un peu de ce qu'il y a dans l'assiette aussi, un peu de votre rapport à la nourriture. Justement, je vais parler de l'alimentation, d'accord ? Oui. Mais votre rapport à la nourriture, est-ce que vous aimez cuisiner, par exemple ? Alors, j'aime cuisiner, mais je ne suis pas la meilleure cuisinière du monde du tout. J'aime aussi que mes proches cuisinent et cuisinent bien. Alors justement, j'en arrivais à la question de la cuisine. On dit, il faut davantage cuisiner, et c'est vrai, il faut du temps pour cuisiner. Et bien, avoir du temps pour cuisiner, c'est le partage du temps de travail. C'est demain aller vers les 35, voire les 32 heures. Et moi, vous savez, en Seine-Saint-Denis, je vois par exemple plein de mamans... isolés, célibataires avec leurs enfants, qui sont obligés, par exemple, d'avoir 2 boulots dans la semaine et qui, en fait, travaillent 70 heures par semaine, qui partent à 5 heures du matin et qui rentrent parfois à 23 heures. Elles n'ont pas le choix parce qu'elles prennent, vous savez, elles partent de Bondy Nord, elles prennent les transports en commun, elles vont faire le ménage à la Défense, d'accord, tôt le matin, et elles reviennent très tard le soir. Du coup, leurs enfants, elles laissent une pizza à cuisiner, voyez. Et en fait, c'est ces conditions de vie qui font que l'on n'a pas la possibilité de manger de façon saine et suffisante même, parce que je vous rappelle qu'il y a 1 Français sur 6 aujourd'hui qui déclare ne pas manger à sa faim. Bien sûr. Voilà, donc non seulement on ne mange pas de façon suffisamment saine, mais pas de façon suffisante, et c'est un droit humain fondamental auquel moi je suis profondément attachée. Et quand on part des besoins, c'est-à-dire de ce besoin élémentaire de se nourrir de façon suffisante et saine, en fait il faut refaire le système. Ouais. Il faut, par exemple, effectivement, pouvoir travailler 35 voire 32 heures et se garder ce temps. Pour cuisiner. Pour cuisiner, entre autres, s'occuper de ses proches, etc. Mais moi, je ne veux pas faire l'avocat du diable, mais de travailler moins, on est déjà un des pays qui travaille le moins. Et il faut produire de la richesse pour produire de la croissance et pour essayer d'exister. Alors, effectivement, vous avez une vision très radicale des choses, mais est-ce que c'est possible d'entretenir en même temps un pays et de travailler moins ? Mais le problème, monsieur,
c'est que surtout on a des millions de chômeurs et de chômeuses et qui n'acceptent pas un emploi on en a moins digne. qu'avant des chômeurs. Donc, alors, mais non, pas du tout. Pas du tout. D'abord, il faut savoir que la moitié des emplois soi-disant créés dans les 3 dernières années, c'est de l'auto-entrepreneuriat et pour l'apprentissage. C'est donc de l'emploi. Vous savez que l'apprentissage, vous gagnez entre, grosso modo, je crois, 500 et 1 200 euros. Oui, enfin, en tout cas, en moyenne, mais voilà. Donc, c'est pas un emploi digne, hein, je suis désolée. Non, bien sûr. Et par ailleurs, on est reparti sur une très forte hausse, vous le savez. On va sans doute passer à 8% l'année prochaine. Donc, on a un vrai problème de chômage et de chômage structurel de masse depuis maintenant des dizaines d'années, en réalité. Et voilà, il faut s'y attaquer clairement et nettement. Et en fait, moi, je suis pour le partage du temps de travail, que ce ne soit pas certains qui sont obligés de travailler, d'ailleurs, de façon exploités et avec des salaires de plus en plus faibles, hein, parce que les salaires réels ont diminué depuis 3 ans, et d'autres qui soient au chômage. Et là, je vais vous dire une anecdote, pas qu'une anecdote personnelle, quelque chose qui est important dans ma vie et qui fait que moi, je suis attachée à cette question-là. J'ai eu un papa au chômage pendant des dizaines d'années. Voilà. Chômage, des fois il travaillait, des fois pas, mais comme des millions de Françaises et de Français. Et c'est pas vrai qu'ils ne voulaient pas travailler. Voilà. Et vraiment cette idée qu'il faut juste traverser là. Vraiment, quand le président Macron a sorti cette phrase, oui, qu'il suffit de traverser la rue pour trouver du travail. Je vous le dis, y compris, ça me touche. Me touche. Je voulais vous demander, au-delà du couscous, comment vous faites vos courses? Est-ce que vous allez spécifiquement dans des magasins bio, dans des épiceries spécialisées, ou vous n'avez pas le temps de le faire? Comment vous faites pour vous faire vos courses en Seine-Saint-Denis? Déjà, je fais mon marché à Romainville. Ah oui, très bien. Voilà, j'y vais tous les dimanches matins, autant que je peux. Voilà, moi, j'ai mes petites habitudes. Je sais, comme beaucoup de Françaises et de Français, voilà. Je prends ce temps. Voilà, le dimanche matin, c'est vraiment... Pour toute la semaine, alors, vous faites votre marché? Oui, pour toute la semaine, j'essaye. Et puis après, je vais aussi dans une petite surface. Voilà, par ailleurs, oui, parce que j'ai peu de temps, j'ai peu de temps, de proximité pour ma part. Bon. Voilà, et ensuite, j'achète quasiment que bio. Ah voilà. Alors, j'y arrive. Moi j'ai les moyens, je vous le dis, j'ai les moyens de manger bio. C'est pas le cas de tout le monde. Et ça, c'est un vrai problème. Comment on fait, quoi? Bah oui, bon, par ailleurs, avant d'être députée, donc jusqu'à il y a 2 ans et demi, j'avais un salaire de prof. Hein, donc, même avec un salaire de prof, je vois les difficultés que ça peut être. Voilà. Bien sûr. Et je ne vous raconte même pas quand vous gagnez le SMIC. Donc, il est faux de dire que tout le monde peut manger bio, c'est pas vrai. Donc, comment on fait? Eh ben, d'abord, je pense qu'il faut absolument soutenir le bio. D'abord, c'est une question de nécessité vis-à-vis des écosystèmes. Il faut poursuivre dans le développement du bio. Par ailleurs, on a dit il y a des dizaines de milliers d'agriculteurs qui se sont engagés dans le bio. Et il faut qu'ils puissent poursuivre. Malheureusement, ils sont en train de se déconvertir pour un certain nombre. Pourquoi? Parce que les prix du bio se sont effondrés. Vous savez qu'un éleveur qui produit du lait bio en ce moment, il est parfois moins payé pour son litre de lait que l'éleveur en conventionnel. Il voit son lait bio partir dans la même citerne que le lait normal. C'est vrai que c'est pas terrible. C'est décourageant. Ouais. Exactement. Donc, il faut créer des débouchés pour le bio parce qu'il se trouve que, comme depuis 3 ans, je l'ai dit, les salaires réels ont diminué. Comme depuis 3 ans, donc le pouvoir d'achat de quand même un grand nombre de Français a diminué, eh ben, il se trouve qu'ils achètent moins du bio, mais pas seulement. Toutes les appellations d'origine protégée sont quand même en difficulté parce que tout ça coûte un peu plus cher. C'est vrai que de manger de qualité, de la qualité, ça peut coûter plus cher. Donc, il faut d'abord, créer des débouchés par la restauration collective. Il faut parce que là, c'est de la dépense publique. C'est un vrai débouché pour l'agriculture. Comment ça se fait que dans les cantines, 70% du poulet soit importé, mais on en parlera plus tard après le sujet. Voilà. Deux, il faut encore davantage aider les bio directement parce qu'il se trouve que, par ailleurs, c'est des répercussions en matière de coûts, c'est des répercussions positives sur la santé, etc. Donc, en vrai, ça coûte moins cher, in fine. De manger bio pour la suite, de manger pour la santé, bio bien pour sûr. La nature, pour la santé, etc. Bon, et il y a un cercle vertueux qu'il faut entretenir. 3, et là, j'arrive au cœur du programme de la France Insoumise et du nouveau Front populaire. Il faut augmenter la demande populaire, ça sera bon pour tout le monde, et donc le pouvoir d'achat. Pour ça, il faut augmenter les salaires, il faut augmenter les minima sociaux. Nous, on est pour l'indexation des salaires sur l'inflation et l'augmentation du SMIC à 1 600 €. Il faut aussi, Valérie, éduquer les gens, parce que à bien manger, et avoir conscience que le bio, c'est meilleur. On va en parler tout à l'heure, mais la première étape,
C'est à l'école. C'est l'école. Et c'est la cantine. Et là, il y a des collectivités locales qui sont pionnières. Et qui se battent, bien mais sûr. il faudrait généraliser. Allez, je vous propose d'arrêter de pédaler dans la semoule. Et on passe aux 3 choses à savoir avec vous, Jean-Pierre. Oui, un petit cours de cuisine pour Aurélie Trouvé, qui a envie de se lancer dans la fabrication du couscous. Alors, pour l'agneau, si vous faites un couscous royal, choisissez l'épaule ou le collier. Pour le bœuf, du paleron. Mais attention, ça cuit assez longtemps. Vous faites cuire ces viandes très longtemps, 1h30, 2 heures, dans le bouillon, avec des légumes. Et puis ensuite, une fois que la viande est cuite, rien ne vous empêche de donner un petit coup de grill à l'agneau. Ça va le faire un petit peu caraméliser. On la cuit comment, la viande? D'abord, le bœuf et l'agneau dans le bouillon, très longtemps. Et je vous raconterai ce qu'on met dans le bouillon ensuite. Et puis à la fin, vous pouvez très bien faire griller un peu votre agneau. Les merguez, ça, on les met dans la poêle au dernier moment, ou alors au four. On les met pas dans l'eau. Et puis le poulet, on prend des hauts de cuisse, et on peut soit les faire rôtir, soit les faire cuire dans le bouillon. Le bouillon, ça dépend un peu des saisons, il n'y a pas de dogme. Là, vous voyez, on a des navets, des carottes. On peut tout à fait faire un couscous de saison avec les légumes du jour, et puis le modifier selon les saisons. On peut mettre par exemple du potiron dans un couscous, du céleri, du cardon aussi, qui est très peu connu, mais qu'on trouve surtout sur les marchés de Saint-Denis, parce que les populations... c'est une plante, et les populations d'Afrique du Nord, notamment les Algériens, le consomment beaucoup. On le consommait aussi à Lyon. Et puis... donc voilà, pour le bouillon, on peut aussi mettre des pois chiches et puis des raisins secs si on aime bien le côté un peu sacré-sulé. Sucré-salé. Sucré-salé. Et enfin, choisir le grain. Moi, je vous dis, si vous voulez vraiment faire une vraie semoule, prenez plutôt un grain moyen, parce que le grain fin est très compliqué à manier. Et il faut le faire cuire 3 fois. Il faut que la vapeur passe au-dessus de votre couscoussier. C'est quand même assez compliqué. Donc le mieux, c'est d'aller voir des gens qui savent très bien faire ça en 9-3 et puis prendre des cours. Chez Numidia, à Ménilmontant. Je ne sais pas si je peux vous le dire, j'ai oublié une super anecdote autour du couscous. Je n'avais même pas pensé en me proposant le couscous. Allez-y. En fait, c'était il y a 1 an. Je suis allée voir une association en bas d'immeubles, des très grands immeubles de Bondy-Nord, qui est une grande cité. Ouais. Et là, il y a une association de mamans, en fait, qui font le couscous pour tout le quartier, et notamment tous ceux qui ont du mal justement à se nourrir. Ce que je voulais vous dire aussi, moi, c'est l'attachement que j'ai à la Seine-Saint-Denis, et j'y vis maintenant depuis, je vous le disais, 15 ans, c'est que malgré les difficultés, le fait qu'il y ait quand même un abandon de l'État en partie en tout cas, eh bien, il y a toutes ces initiatives, ces associations de solidarité, ces gens, ces mamans qui déjà ont des difficultés elles-mêmes, mais qui font le couscous pour tous ceux qui ont des difficultés dans le quartier. Et notamment pendant le Covid, c'était c'est ça qu'il faut expliquer, c'est que c'est pas un plat solitaire. Mais fait pas du couscous j'ai pensé là en vous regardant manger votre couscous. Je me suis dit mais oui, j'ai cette image-là qui me revient. Voilà. Personne ne fait le couscous pour une personne, on le fait toujours pour plusieurs. C'est ça, et donc c'est aussi un symbole du partage en fait. Et pour accompagner ce plat, vous nous avez apporté un petit bout de votre enfance, un petit bout de votre adolescence aussi, parce que c'est un vin qui vient du sud, c'est ça? Alors, c'est quoi? Ça vient d'où? Expliquez-nous. Eh bien, d'abord, je l'ai eu chez mon caviste de Romainville, déjà pour vous dire que on trouve des très bons vins chez les cavistes, bien sûr. Et que c'est important de continuer à y aller. C'est un vin assez abordable puisqu'il est à 12 € chez mon caviste, n'est-ce pas? Mais de très bonne qualité. Enfin abordable, Oui, ça reste 12 €, mais c'est un vin en tout cas occasionnel dans des grandes occasions qu'on peut, Et c'est un vin bio. Un vin, alors je vais y arriver, avec un cépage moi que j'adore qui est le Grenat, qui sont les cépages du Sud. C'est avec un peu un goût de fruits des bois et voilà. Et alors j'avoue j'aime beaucoup boire des bons vins et en mangeant bien, voilà. Et surtout effectivement c'est un vin bio et je reviens à au bio qui aujourd'hui est malheureusement le bio est en crise. La production, pour la première fois, la surface a diminué en bio. Et je trouve ça vraiment catastrophique parce qu'en réalité, face à la crise écologique, à la crise, aux écosystèmes qui vont de plus en plus mal, le bio, c'est quand même ce qui permet aujourd'hui de sortir de l'ornière, et de ne plus utiliser notamment de phytosanitaires chimiques demain. Et donc, c'était important pour moi qu'il y ait ce vin bio. Je dis aussi que c'est important pour la santé humaine, de manger sans pesticides. Et ça me fait dire que demain, j'espère qu'on en reparlera, mais que toutes les cantines seront en 100% bio et bio et local.
Voilà, parce que le bio ici en France n'est pas le même souvent que le bio importé. Voilà, et que là, il faut une volonté politique. Ouais. Or, depuis 7 ans de présidence Macron, les aides au maintien en bio ont été supprimées et il n'y a pas véritablement aujourd'hui de réponse face à la crise du bio, donc ça ne va pas. Ouais. Voilà. Alors, grâce à vous, Aurélie Trouvé, on cultive notre palais. Je vous propose maintenant de cultiver notre esprit avec le quiz. Il n'y a pas que le business qui est dans le pré, titre de l'un de vos livres, Aurélie Trouvé. Il y a aussi l'agneau de pré salé. Sauriez-vous nous dire si ces affirmations sont vraies ou fausses? Ces agneaux se nourrissent d'algues en bordure de mer. Alors là, je devrais le savoir en plus. Mais je vais me planter à chaque fois. Alors, et en plus, je ne veux pas me planter parce qu'après, on va dire, regardez-moi cette prof qui se plante. Alors, ces agneaux, c'est pour ça qu'on les appelle comme ça, se nourrissent d'algues en bordure de mer. Vrai ou faux? Je ne saurais pas dire. Ah bah dites, vous avez une chance sur 2. Ah non, je ne vais pas dire. Quand je ne sais pas, je ne dis pas. Alors c'est faux, parce que ce n'est pas des algues que ces agneaux mangent, mais c'est le pré qui est salé par les eaux qui remontent. Voilà. Puisqu'ils sont en bordure de mer. Les agneaux de la baie du Mont-Saint-Michel et de la baie de Somme bénéficient d'AOP, appellation d'origine contrôlée. Oui. Oui, c'est les 2 seuls endroits en France. La baie du Mont-Saint-Michel, vous savez, avec ses marées, donc il y a des agneaux. Et puis les eaux de mer viennent saliner, apporter un peu d'iode sur ces pâturages qui sont ensuite mangés par les agneaux. Et il y a une autre AOP européenne au Pays de Galles. C'est les moines du Mont-Saint-Michel élèvent des agneaux depuis le 15e siècle. Je crois que c'est vrai. Non, c'est faux, bien avant, 11e. Encore avant, d'accord. En revanche, c'est dans le 15e siècle que les agneaux sont apparus dans la baie de Somme. Mais je savais que c'était une histoire de moine. Oui, c'est tout. Bon, c'est souvent des histoires de moines quand on... Et la durée d'élevage de l'agneau de pré-salé, attention, parce que là, c'est une question aussi de prof, est comprise entre 8 et 14 mois. Alors, je dirais que c'est vrai. Non, c'est fou. Et alors ça fait un peu mal parce que ça veut dire 4 à 6 mois, donc c'est d'un tout petit agneau. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Bon. Très bien. Allez, deuxième quiz. Bon, vous qui êtes né dans le Gard, vous devez forcément connaître ce plat typique, les grillades. Ça vous parle? Oui, ça me parle. Voilà. Alors, vous allez me dire si ces affirmations sont vraies ou fausses. C'est une recette à base exclusivement de viande de bœuf. Il me semble qu'on peut faire des grillades... Non, je sais pas, les côtes d'agneau, c'est pas des grillades? Alors, c'est... Non, c'est... Alors, c'est les grillades. Avec un L apostrophe. Voilà, les grillades. Et on peut la faire avec du taureau, de la viande de taureau aussi. Okay. C'est un plat du Gard. Là, pour le coup, oui. Alors, la viande mijote des heures durant dans du vin rouge. Je sais pas. Non, c'est dans du vinaigre. C'est dans du vinaigre. Le mot égrillade provient du fait qu'il faut faire griller la viande au préalable. Ça vous parle ou pas? Non, mais je vous dis, je ne connais pas. Alors, vous allez tout nous apprendre. Oui, je vais vous le dire. Non, en fait, ça vient du fait qu'elle cuit dans des produits aigres, d'où égrillade. Et puis, pour relever ce plat, la viande est mélangée avec des anchois. Bon, on va dire oui. Eh bien oui, vous avez raison, absolument. C'est de la pure chance. Hein. Non, c'est votre ADN du Gard qui a parlé. C'est vos gènes là, qui sont venus. Oui, je me suis dit les anchois, oui. Et parce que chaque plat est un voyage dans le temps, on va se balader ensemble dans vos souvenirs tout de suite dans la brève de comptoir. Alors, pour préparer cette émission Aurélie Trouvé, on vous a demandé de plonger dans votre mémoire et de retrouver un souvenir qui mêle cuisine et politique. Et je crois que vous allez nous emmener à table avec Jean-Luc Mélenchon. En fait, mon moment où je me décide vraiment de passer quelque part du militantisme associatif, de l'engagement associatif, mais aussi par mon engagement en tant que prof, parce qu'en réalité, quand on est enseignant et chercheur, on peut avoir un engagement aussi d'idées. Le moment où je décide de passer de cela à un engagement, alors je ne dirais pas politique, parce que la politique au sens large du terme, c'est la vie de la cité, et je considérais qu'en tant que responsable associatif, j'avais un engagement politique. Mais là où je décide de passer, disons, dans la vie électorale, voilà, et à la France insoumise, je crois que c'est à ce moment-là. C'est une discussion, effectivement, avec Jean-Luc Mélenchon, que je ne connaissais pas bien en réalité. Hein, et en fait, il me convainc de la convergence de nos idées. D'ailleurs, ce qui nous amène ensuite à faire une campagne électorale présidentielle autour du slogan « Un autre monde est possible ». Je deviens aussi présidente du Parlement de l'Union populaire.
Et ensuite, je passe le pas d'être candidate aux législatives en Seine-Saint-Denis. Et donc tout ça se fait quoi, autour d'un repas? Mais c'était où? C'était comment? Vous avez mangé quoi? Alors, je ne me souviens plus ce qu'on a mangé. Mais je ne me souviens plus ce qu'on a mangé. Je me souviens de la discussion intellectuelle, là, pour le coup. Et ce moment, voilà, était un moment de partage et de me rendre compte aussi que que mon engagement pouvait avoir une continuité. Voilà. Voilà. Et puis le fait de me dire aussi que j'arrive à une étape de ma vie où je pouvais aborder cela avec cette idée aussi que les mouvements sociaux sont déterminants aussi dans le changement politique. Et ça, je l'ai toujours pensé. Et donc, je ne regrette absolument rien de ce que j'ai fait pendant 20 ans en tant que responsable associative. Mais qu'aujourd'hui, je le fais dans les institutions et en même temps dans une force politique, la France Insoumise, qui a toujours un peu un pied dans les institutions, un pied, je dirais, dans la rue, c'est-à-dire auprès des mouvements sociaux et au plus près aussi dans les quartiers populaires. Et quand je dis quartiers populaires, c'est tous les quartiers populaires de France. Ouais. On va justement revenir sur les mouvements sociaux que vous connaissez, avec un dossier que vous suivez de très près depuis longtemps. Je vous parle évidemment du traité de libre-échange avec les pays du Mercosur, un accord que les paysans ne digèrent toujours pas. On en parle maintenant dans le dessous des plats. Les tracteurs sont à nouveau sortis des champs partout en France, sur les ponts, dans les ronds-points. Ils déversent leur colère, allument leur phare pour mettre un peu de lumière sur leurs revendications, alors que l'Europe se rapproche chaque jour un peu plus de la signature d'un accord de libre-échange avec les pays d'Amérique latine. Hélène Bonduel est allée à la rencontre de ces agricultrices et agriculteurs qui craignent le pire. On les écoute tout de suite. Des blocages de péage à la frontière espagnole, au déversement de fumier à Montpellier, en passant par les feux de la colère à Châlons en Champagne, ou encore des distributions de fruits à Orléans. Les agriculteurs font entendre leur colère un peu partout en France. On se met français, messieurs, c'est pour notre survie. Merci. Et les points de rassemblement n'ont pas été choisis au hasard. On est au pont de l'Europe ici à Orléans. On attend en gros des décisions de l'Union européenne aussi. Le pont, est-ce qu'il va nous mener vers une agriculture pérenne et productive et de qualité comme on l'entend nous, agriculteurs français, ou est-ce qu'elle nous mène sur les portes ouvertes d'importer des agriculteurs qu'on ne veut pas avec des fermes-usines? Cette agriculture qu'ils redoutent, c'est celle que l'Union européenne s'apprête à adopter en signant l'accord sur le Mercosur et l'arrivée en France de dizaines de milliers de tonnes de viande. C'est de la concurrence déloyale. On va nous envoyer des milliers de tonnes qui ne seront pas nourries pareil, aux hormones, avec des céréales OGM. Et nous, on ne peut pas. Donc à un moment donné, le coût, ça sera toujours trop cher et on ne sera pas compétitif. Donc, moi, je ne suis pas contre les normes, mais alors c'est tout le monde pareil. Donc, on ne demande pas de courir un 100 mètres avec une main dans le dos et un pied attaché. Le gouvernement a annoncé un débat à l'Assemblée nationale le 26 novembre. Une bonne nouvelle pour la FNSEA, mais qui ne suffira pas à calmer la colère des agriculteurs, qui va bien au-delà du Mercosur. Dès la semaine prochaine, mardi, mercredi et jeudi, à l'initiative des départements, nous serons à nouveau sur le terrain avec les jeunes agriculteurs pour dénoncer les entraves à l'agriculture et tout ce qui aujourd'hui contraint notre activité. Vous savez, cette papasserie dont on parle depuis des mois. De son côté, la coordination rurale, fer de lance des manifestations de l'hiver dernier, appelle à durcir le mouvement, avec notamment des blocages de préfecture ou dans le fret alimentaire. Aurélie Trouvé, il y aura, vous le savez, un vote ici à l'Assemblée nationale mardi prochain, sauf qu'il y a déjà eu 2 résolutions. En 2023 à l'Assemblée nationale, au Sénat en 2024, cette année, pour dire que les conditions environnementales et sociales ne sont pas réunies pour la conclusion de cet accord. Ça va changer quoi là? Alors, vous savez, on avait voté contre la résolution de 2023, la France Insoumise. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans cette résolution, il était dit qu'on pouvait avoir un accord vertueux s'il y avait des conditions mises comme les clauses miroirs. Les fameuses clauses miroirs. Soi-disant, on pourrait faire rentrer des dizaines de milliers de tonnes, par exemple, de bœuf ou de volaille en plus, mais on pourrait contrôler si elles ont été bien produites
de la même façon, en gros, avec les mêmes normes qu'ici, en France et en Europe. Ça, c'est complètement faux. Pourquoi complètement. Pourquoi D'ailleurs, les agriculteurs l'ont bien compris, puisqu'ils disent aujourd'hui, on ne veut pas d'accord du tout. Ils ont raison. Pourquoi vous ne faites pas confiance, a priori, aux pays d'Amérique latine C'est scientifique. D'abord, la DG Santé de la Commission européenne vient elle-même de le reconnaître. Absolument. En disant qu'il y avait déjà aujourd'hui des importations de viande qui proviennent d'animaux traités avec des hormones de croissance. Ce qui, je le dis en passant, est interdit en France et en Europe parce que c'est considéré comme nocif pour la santé des êtres humains, des consommateurs comme des animaux d'ailleurs. Pourquoi ça peut rentrer? Parce que en fait, on est incapable de vérifier, de tracer le fait que ça a été traité ou pas avec des hormones de croissance. Il faudrait des milliers de contrôleurs, d'inspecteurs envoyés là-bas. Donc les contrôles aux frontières et même les contrôles sur place promis par Bruxelles, vous n'y croyez pas? Mais c'est pas que j'y crois pas, c'est que c'est scientifique. C'est prouvé scientifiquement et repris, y compris par la Commission européenne elle-même, qu'en fait, ça n'est pas possible. Et pour ma part, en tant que chercheuse, et j'ai des collègues qui continuent ces recherches-là, on a déjà montré ça avec beaucoup de spécialistes. Donc c'est connu qu'on ne peut pas le vérifier et c'est valable, y compris pour d'autres produits. Donc ça veut dire que si on interdit des viandes avec des hormones dans l'Union européenne, comme c'est le cas, elles passeront quand même. C'est ce que vous dites. Mais en fait, elles peuvent. Il y a des viandes provenant d'animaux, c'est pas la viande qu'on traite, c'est provenant d'animaux qui l'autre jour, c'est plutôt des erreurs, effectivement, dans les contrôles, il y a eu des trous dans la raquette. C'est qu'on n'a pas les moyens de le faire. Et ensuite, ça ne règle pas un autre gros problème, peut-être le problème principal, c'est que quelles que soient les conditions que vous mettez, il restera que, par exemple, au Brésil ou en Argentine, il y a des coûts de production qui ne seront jamais les mêmes que les nôtres, jamais. Et j'espère que ce ne sera jamais le cas. Pourquoi? Parce qu'il y a un coût du foncier qui est quasiment égal à zéro grâce à la déforestation, et oui. Et ces élevages, vous savez que la déforestation, elle sert notamment et en premier lieu pour l'extension de l'élevage là-bas. Deuxièmement, une main-d'œuvre surexploitée. Alors, je veux dire, si on voulait payer la main-d'œuvre aujourd'hui en France au même niveau que celle au Brésil ou en Argentine, c'est la misère totale. On repart des dizaines d'années en arrière. On repart au 19e siècle. Et troisièmement, c'est aussi des... Alors, et surtout, c'est des usines d'engraissement de plusieurs dizaines de milliers de bêtes qu'on appelle des feedlots. Alors là, je pose la question, est-ce qu'on veut ça en France? Est-ce qu'on veut tuer tous nos petits éleveurs? Par exemple, les abattoirs. Ce que vous oubliez de dire, c'est qu'il y a très peu de viande qui vont être importées, 90 000 tonnes. C'est pas énorme. Alors, ça représente 1,6%, je crois, de la consommation de viande en Europe. Ouais. En fait, déjà, il faut... Un steak par an et par... Alors là, je vous fais une petite analyse économique. Il faut comprendre que, en fait, dès lors qu'il y a même 1% en plus qui arrive, en fait, ça va faire pression sur l'ensemble des prix. C'est malheureusement la loi du marché mondialisé. Voilà. Et en plus, ça arrive ça vient concurrencer notamment les morceaux de qualité, là où les éleveurs font le plus de valeur ajoutée. Les morceaux de qualité, c'est l'arrière de l'animal. Et donc voilà, donc ça a des répercussions, et ça a été montré par de multiples études économiques, ça a des répercussions en fait, sur les prix qui vont s'effondrer. Et puis, je le rappelle quand même que, par ailleurs, ce n'est pas seulement cet accord Vous savez très bien que ça ne va pas faire effondrer les prix, Madame Trouvé. Ça peut avoir une pression, mais pas effondrer les prix. Je vous verrai. Et d'ailleurs, ils s'effondrent progressivement. Et en tout cas, alors déjà, aujourd'hui, par ailleurs, on a des prix qui ne couvrent pas les coûts de production. Vous le savez, en France. Oui. Vous savez que dans la plupart, malheureusement, des fermes de viande, d'élevage, qu'on appelle les élevages allaitants, c'est-à-dire spécialisés pour la production de viande, eh bien en fait, si on enlève les aides, les revenus sont négatifs. Oui. Voilà. Et donc il y a un problème de prix déjà aujourd'hui, et on va rajouter une difficulté. Et je finirai en disant que c'est pas seulement cet accord de libre-échange. Le problème, c'est que c'est un gros accord de libre-échange qui se rajoute aux dizaines qui ont été signés par l'Union européenne. Et il faut savoir qu'en fait, l'Union européenne est quand même la championne mondiale des accords de libre-échange. Et qu'en fait, l'Europe est plus néolibérale que tous les pays libéraux. On est plus royaliste que le roi, puisqu'on mange un couscous royal, donc on est plus royaliste que le roi. Et en fait, à l'heure où les États-Unis, mais aussi par exemple la Russie, et y compris même d'autres pays comme l'Inde et d'autres, retournent à une régulation de marché agricole, ce qui a toujours existé dans l'histoire et dans les grandes puissances agricoles jusqu'à il y a 40 ans, à l'heure où ils retournent à cette régulation des marchés, nous, on est en train de continuer la dérégulation. Et je vous le dis, on a un moment charnière. Et pour le coup, pour bosser dessus depuis maintenant 25 ans là-dessus, je pense qu'on est à un moment où notre agriculture familiale est
plus qu'en sursis, est au bord du précipice. Et ça on l'entend dans le reportage, on l'entend dans cette colère qui gronde et qui monte partout sur le territoire. Pour autant, on les entend, on entend vos arguments, mais ça n'y changera rien. La France n'a plus le poids et la voix suffisamment forte pour porter ce combat-là. Et malheureusement, est-ce que vous n'avez pas l'impression que, malgré tout, l'Allemagne, avec Ursula von der Leyen, fera passer ses intérêts avant ceux de la France ? Il est vrai qu'on est très mal embarqué à cause du président Macron, puisque, et pas seulement, hein, y compris les présidents précédents, en fait, c'est une longue... les négociations ont 20 ans. Donc, mais oui, bien sûr, c'est pour ça que je dis que c'est un dossier qui suit depuis très longtemps. Mais y compris sous Hollande. Ah non, alors attention, Macron est contre. Écoutez, il ne veut pas le signer en l'état. Pendant 7 ans, on lui a demandé de se retirer des négociations. Voilà. Oui, ça demande du courage politique. Oui, ça demande de taper du poing sur la table européenne. Voilà. Il ne l'a pas fait. Il a fait croire depuis 7 ans qu'un accord vertueux était possible avec des clauses miroirs. Il se rend compte, sous la pression des agriculteurs, enfin, il se rend compte en tout cas qu'il ne peut pas continuer comme ça. Et maintenant, il a tardé, par ailleurs, à trouver une minorité de blocage, parce que, oui, si on trouve une coalition suffisante de pays, on pourra bloquer. Je rappelle que l'Autriche est contre, l'Irlande... Et la Pologne ? Alors, il y a la Pologne qu'on peut faire basculer. L'Italie qui vient de basculer. Les Pays-Bas, donc on peut trouver encore une minorité de blocage, sauf que le président Macron a tardé énormément, et même jusqu'à... En fait, je vais vous dire, aujourd'hui même, vu la situation catastrophique dans laquelle il nous a mis, il faudrait maintenant qu'il pèse de tout son poids. Vous l'avez entendu dire « je suis contre l'accord, je vais me battre », etc. Non, il laisse monter au créneau son Premier ministre en sursis, qui n'a donc quand même pas le poids suffisant. C'est lui, c'est le président Macron qui devrait monter au créneau. Qu'est-ce qu'il attend là pour faire un discours présidentiel aux 20h et nous dire qu'il va s'opposer à l'accord, non pas comme il dit en l'état, qu'il s'oppose à l'accord tout court, parce que je vous l'ai expliqué, quelles que soient les conditions, cet accord sera mauvais et même délétère pour l'agriculture familiale. On vous a entendu aller. Aujourd'hui, on a la chance d'être généreusement servi par le Bourbon. Vous l'avez cité plusieurs fois, Jean-Pierre, un restaurant tout près de l'Assemblée nationale, mais un quart des Français déjeunent chaque jour à la cantine, de la crèche à l'EHPAD, en passant par les hôpitaux ou les entreprises. On vous parle de la restauration collective tout de suite dans Les Pieds dans le Plat. Autour de cette table, on a tous la vision de ce plateau repas rachitique servi à l'hôpital ou dans un EHPAD qui souvent ne donne pas très envie ni aux visiteurs et encore moins aux patients. Est-ce une fatalité, Valérie? Ou y a-t-il des solutions pour bien manger dans les établissements de santé? Bien, c'est un reportage dans la résidence médicalisée Léopold Bellan de Magnanville, dans les Yvelines, et c'est signé Marion Becker et Juliette Prunier. Aujourd'hui, atelier cuisine pour ces résidents. Ils confectionnent eux-mêmes leurs repas. Ils ont choisi le menu et se sont répartis les tâches. Madame Frein s'occupe des pommes de terre. On fait de la résistance. On a épluché, on coupe, on fait tout l'entrée, le plat et le dessert. Et on mange ensemble. C'est comme la maison. Madame Ferré, elle, confectionne la tarte aux pommes avec l'aide des professionnels de santé. On aime bien, surtout quand c'est la pâtisserie. C'est lui qui épluchait les pommes de terre. Chez moi, on en faisait beaucoup, alors vous savez. Encore hier, elle parlait avec sa petite fille et elle lui racontait ce qu'elle avait préparé avec elle et s'échangeait leurs recettes du coup. Ça favorise déjà la motricité, ça rappelle les gestes qu'ils ont toujours fait à la maison. Et en plus, nous, on mange avec eux. Donc on peut échanger avec eux et on voit que ça augmente l'appétit et ils mangent mieux. Bonjour. Pour la directrice, ces ateliers ont un double objectif thérapeutique. Tout se passe bien? Oui. On est concentré. D'accord. Vous êtes en train de terminer la tarte aux pommes? Oui. Avec minutie. En fait, la partie convivialité va les inciter à manger plus. Parce qu'on est content de partager quelque chose avec l'autre. Mais également, le fait d'avoir choisi leur repas, ça va effectivement leur permettre aussi de mieux manger. À quelques pas de là, c'est l'heure du service. Ici, le restaurant a été pensé comme un bistrot pour garder l'envie et le plaisir de manger. C'est un moment de détente le midi, c'est vrai. Et ça me rappelle aussi, comme la pomme au four, là ça me rappelle quand ma grand-mère m'en faisait des pommes au four, que j'aimais bien, voilà. Mais tous les résidents ne sont pas autonomes et ne peuvent pas manger de repas classiques.
L'équipe de restauration doit s'adapter aux besoins médicaux, mixer les plats. Tous les soirs, ils préparent une soupe complète. Ça, c'est le résultat, en fait. Notre potage, une fois qu'il a cuit, en mix. Notre protéine, c'était l'émincé de dinde, enfin, qu'on a mixé aussi. Donc ça, c'est le résultat final. Donc vous voyez, ça donne une texture en fait vraiment lisse, voyez, qui tient à la cuillère. Ça permettrait en fait d'éviter en tout cas les risques de déglutition ou d'avaler à travers. Ça reste quand même une texture en tout cas assez lisse et facile à manger. L'objectif, c'est de subvenir à tous les besoins nutritionnels, mais aussi de conserver du goût pour maintenir l'appétit des personnes âgées. Alors on sait que les EHPAD, les hôpitaux sont déjà en crise, hein, il n'y a pas de lit, il n'y a pas de médicaments parfois. Alors comment restaurer la restauration dans ces établissements de santé? Vous avez la solution, Aurélie Trouvé? Alors, avant d'arriver aux solutions, je me permets de dire que pour moi la cantine c'est un sujet essentiel. Voilà. Déjà parce que comme n'importe quel parent, je pense que j'ai vu mon enfant rentrer le soir de la cantine et me dire j'ai mangé que du pain. Et je pense qu'on a un vrai problème, c'est-à-dire qu'en fait, on nourrit très mal et nos enfants et les aînés dans les EHPAD et les malades dans les hôpitaux. C'est quand même terrible. C'est peut-être les gens qu'on devrait le mieux nourrir parce que je considère que l'alimentation, c'est la première étape de la vie, c'est le besoin humain fondamental. Et c'est crucial pour la santé quand on parle d'établissement de santé en plus. Y compris pour la santé psychologique. Vous savez, hein, c'est la santé dans la tête, la santé du corps, voilà. Et donc, du coup, je suis révoltée de ça, en fait. Alors, on le voit, là, il y a des solutions qui existent. Oui. Est-ce que, pour vous, ce serait reproductible sur l'ensemble du territoire? Eh bien, je pense qu'on doit se donner les moyens, la France, et je le dis, si on gouverne demain, c'est quelque chose que je porterai, on doit se donner les moyens que toutes les cantines en France, d'ici quelques années, permettent toutes d'avoir une nourriture, une alimentation saine et de qualité, bio, locale, et cuisinée comme c'est le cas ici. Sur place. Voilà. Et sur place si possible, évidemment. Sinon, alors on peut faire aussi par le biais d'une cuisine centrale si elle n'est pas trop énorme. Si, oui, mais vous savez très bien que souvent les cantines, il y a des appels d'offres derrière qui finalement peuvent privilégier plutôt des achats en gros plutôt que du bio et du circuit court. Donc il faudrait transformer le système. En fait, exactement. C'est là qu'on revient au fait de changer le système. Ça demande deux choses. Comme par exemple pour une cantine d'école, ou une cantine qui dépend d'une commune, on va prendre le plus simple, ça demande de remunicipaliser, de reprendre en régie publique, d'accord ? D'arrêter de passer par une sorte d'oligopole de multinationales qui, par ailleurs, se font des profits monstrueux. Je pense à Sodexo et à d'autres, hein, et qui ne savent plus en fait faire autre chose que de l'ultra transformé, d'accord ? Donc, il faut revenir à des régies publiques, si possible des restaurants d'école, hein, mais ça, évidemment, ça coûte de l'argent, donc ça demande de redonner des moyens aux collectivités locales, contrairement à ce qui est prévu l'année prochaine, puisque vous savez que le budget l'année prochaine, le gouvernement prévoit au contraire pour les territoires, de réduire fortement le budget des collectivités locales, ce qui va dégrader encore les cantines, hein, je le dis. Bon, c'est ça, hein, quand on dégrade les finances des collectivités locales, en vérité, on dégrade les services de la vie de tous les jours. Vraiment, les collectivités locales, vous voyez avec les cantines des EHPAD, c'est la vie de tous les jours. Voilà. Donc, il faut redonner moyens aux collectivités locales. Et moi, je suis pour une aide substantielle nationale donnée aux collectivités locales et conditionnée au fait que d'ici quelques années, elles passent en 100% ou 80% bio et local. Tout ça sans que ça demande des investissements de départ. Sans que ça coûte plus cher pour les parents. Pour les aidants, pour les familles. Tout à fait. Mais parce que c'est ça le sujet. Même avec le nouveau Front Populaire. Comment on fait ? Je porte même le projet qu'on ait des cantines gratuites. Voilà, notamment à l'école. Comment on fait ? Eh ben, il faut trouver de l'argent. Et on vient de le prouver dans le débat budgétaire à l'Assemblée nationale. Nous sommes capables d'aller chercher 75 milliards d'euros de recettes supplémentaires, au moins. Au moins. Comment ? Eh ben, en le prenant, j'ai envie de dire, là où l'argent s'est concentré, vous le savez, c'est chez les ultra-riches. Ouais. Et dans les surprofits des multinationales. Et ça, c'est un choix politique. Mais non, l'austérité budgétaire n'est pas une fatalité. Oui, la première des choses, c'est de répondre aux besoins des gens. Et pour y répondre, il faut de l'argent public. Et cet argent public, il existe.
Simplement, il est concentré de plus en plus, je vous le dis, dans quelque part les poches des ultra-riches et des multinationales, enfin en tout cas de leurs actionnaires. Quoi. Alors passons des cantines qui sont effectivement un sujet de préoccupation aux hôpitaux. Ce qui est intéressant dans les hôpitaux, c'est qu'il faut souvent redonner du goût aux patients qui ont des traitements médicamenteux très lourds, notamment pour les cancers, etc., qui vous coupent l'appétit. Oui. Et ces gens peuvent se désalimenter. Est-ce que vous avez des solutions? Je sais qu'il y a des chefs qui vont de temps en temps dans les hôpitaux. Si vous étiez au pouvoir, qu'est-ce que vous feriez pour essayer de redynamiser ce goût dans les hôpitaux? Comment vous feriez? Alors effectivement, vous avez raison. Je crois qu'on a quasiment tous vécu ça, c'est-à-dire... À l'hôpital public, c'est peut-être un des endroits où on mange le plus mal. C'est fou. Alors que c'est au moment où on est malade, où on a besoin, au contraire, de bien manger pour retrouver la santé. Donc, je vous le redis, oui, il faut donner les moyens budgétaires, parce qu'aujourd'hui, les hôpitaux sont complètement étranglés. Et la restauration collective, de façon générale, il faut redonner les moyens, notamment de faire ce que vous dites, c'est-à-dire une alimentation saine et adaptée aux patients. Et d'ailleurs, juste un dernier point, quand je vous dis qu'il faut changer le système, si par exemple on veut un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'en plus dans ces cantines-là, on utilise des produits locaux, français, vous voyez, produits selon les normes qu'on a en France, qui c'est vrai parfois sont plus ambitieuses que les normes européennes. Si on veut créer ce cercle vertueux, alors il faut des appels d'offres. Il faut un approvisionnement qui soit conditionné au local. Et ça demande de désobéir à la sacro-sainte loi de libre concurrence européenne, puisque vous savez que normalement, le droit de la concurrence européen l'interdit. Oui. Voilà. Alors que c'est autorisé aux États-Unis et dans plein de grandes autres puissances. Pour privilégier son propre territoire. Oui. Mais en Europe, on s'est coupé l'herbe sous le pied nous-mêmes, quoi. Hein, donc voilà, et ça demande une certaine dose de désobéissance aux règles européennes que vous savez, nous assumons totalement. Ça fait partie de vos solutions. Alors on ne finit jamais un repas sans une note sucrée. C'est maintenant l'heure du péché mignon. Je ne suis pas sûr que dans les EHPAD, ils aient droit à une petite tarte aux noix et au caramel. Non plus, oui. Alors Valérie, vous préférez une tarte aux noix ou une tarte au caramel, ou les deux? Les deux, hein, les deux. Mais vous préférez le caramel ou les noix? J'aime tout, moi. Moi, j'aime tout dans... Et Aurélie Trouvé? Les noix. Ah. Je vous avoue que j'ai choisi ce dessert surtout pour les noix. Alors expliquez-nous. Déjà, on va le goûter, évidemment. On va goûter cette tartelette. Est-ce que vous la faites à la maison? Non, je ne la fais pas ou très peu, mais j'avais envie de manger une tarte de noix. Et vous avez bien fait. Je mange des noix, par ailleurs, dans plein de plats. Ouais, et donc, les noix, j'imagine qu'elles viennent de Grenoble, celles que vous mangez? De Grenoble ou de Périgord. Vous savez qu'il y a 2 appellations d'origine protégées en France, et j'y tiens parce que elles n'ont pas les mêmes formes, d'ailleurs. Qui est en crise. Alors voilà, je l'ai choisi, vous imaginez aussi, il y a des raisons politiques à ce choix. Pas seulement parce que j'aime la noix, mais aussi parce que la noix est en crise, comme vous le savez, notamment du fait, justement, on en revient de cette concurrence absolument déloyale qui est faite de la part notamment des importations qui viennent des États-Unis et du Chili, et qui n'ont rien à voir, évidemment, avec les conditions de production ici, d'arboriculture familiale en France, quoi, et qui utilisent des phytosanitaires interdits en France, etc. Voilà. Et c'est vrai que j'ai aussi un attachement à la production de fruits. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, en fait, je crois que c'est... Je vous racontais comment j'ai basculé quelque part dans la vie électorale et à la France insoumise dans la continuité. Mais en fait, la noix et les fruits correspondent peut-être à une de mes premières prises de conscience. Je vous raconte pourquoi. Parce que quand j'avais 20 ans, j'ai fait mon premier stage en exploitation agricole. J'étais en école d'ingénieur agronome. Je fais mon stage dans le Gard, dans une exploitation qui est quand même une grosse exploitation arboricole de 52 hectares exactement, je m'en souviens. Il faisait de la pêche, des abricots et des pommes. Mais il était assez engagé, alors pas en bio, mais dans ce qu'on appelle la production intégrée. Et puis il essayait d'avoir un engagement aussi de droit du travail sur les ouvriers. Voilà. Et il se trouve que 2 ans après mon stage, j'apprends qu'il fait faillite. L'exploitation s'arrête et est vendue à une autre très grande exploitation arboricole. Et je me souviens qu'il m'a dit pendant mon stage, mais tu sais Aurélie, en fait,
demain, je ne survivrai pas parce qu'il faudrait que je paye en partie ma main-d'œuvre de façon illégale, au noir, au gris. Voilà. Et en fait, je ne peux pas tenir. D'ailleurs, ça revient à ce que vous disiez sur les restaurants, hein, et la demande de baisser, entre guillemets, et j'aime pas ce terme, le coût du travail. En vérité, il y a un problème. C'est que des exploitations comme ça ne puissent pas tenir, notamment parce qu'elles considèrent que le coût du travail, entre guillemets, ne serait pas durable. En réalité, ce n'est pas le coût du travail. On a besoin et c'est un droit humain fondamental, mais on a besoin d'ouvriers, de salariés bien payés, parce que c'est ce qui fait qu'ils pourront acheter les noix ici. Hein. Vous comprenez? Bon, donc on a besoin de cette demande populaire, voilà, et on a besoin de bons salaires. Bien sûr. Mais du coup, c'est quoi le problème et comment on le résout? Eh ben, on le résout avec une protection commerciale. Et on ne pourra pas faire autrement demain que de se protéger davantage aux frontières commerciales. Il n'y a pas le choix. On vous entend là-dessus. On vous laisse goûter cette tartelette quand même qui nous a été préparée par le Bourbon avec des noix que vous aimez tant. Et pour accompagner ce dessert, vous avez choisi une chanson, enfin un hymne plutôt qu'on écoute maintenant. Debout, fameux esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. J'ai attendu, non? Même pas. Alors, dites-nous pourquoi vous avez choisi cet hymne, l'hymne du MLF. C'est en lien avec mes engagements féministes. Et bon, je m'étais pas dit que j'allais le raconter, mais je vais le faire. En fait, ces dernières années, avant de m'engager dans la France Insoumise, j'étais avec des amis, enfin j'ai créé avec d'autres copines ce qu'on appelle les rosies. Je ne sais pas si vous voyez, c'est ces femmes qui sont dans les manifestations, qui dansent. Qui ont des chansons très radicales, dont l'hymne des femmes qu'on a refait un petit peu. Et on vient dans les manifestations pour porter des idées féministes, et notamment on avait commencé avec la bataille contre la réforme des retraites. Vous voyez déjà, c'est il y a quelques années, dans une des réformes qui vise à abattre le système des retraites, en disant que les femmes allaient être les premières perdantes, alors que je ne sais plus quel responsable politique avait dit qu'on serait les grandes gagnantes. Bon. Et je me souviens d'ailleurs qu'au début... presque on nous a pris avec dédain en disant mais qu'est-ce qu'elles viennent là avec leur déguisement et tout, et puis finalement on est devenu symbole de cette lutte-là. Les rosies, exactement. Alors c'est aussi une manière de dire qu'on peut militer avec grand plaisir et aussi, avec joie et avec joie. Et vraiment, voilà, c'était aussi une histoire d'amitié et je leur fais un petit coucou. Très bien. On les salue. Merci. Merci infiniment, Aurélie, d'avoir partagé ce repas avec nous. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Et puis on remercie bien sûr le Bourbon qui nous a concocté ce couscous, cette tartelette aux noix et caramel. Et nous, on se retrouve très très vite pour un prochain numéro de Politique à table. À très vite. Connaissons notre force, les femmes, des coups.